marche sur la mairie de Sourgoubila pour dire non à l'expropriation de leurs terres. Les populations de cette commune rurale accusent la municipalité de vouloir leur faire un coup de force dans une affaire de parcelles. 3 des leurs seraient en détention arbitraire. 80 jours de captivité et pas l'ombre d'une libération. Les proches de Soumaïla Cissé sont inquiets. Sans nouvelles du chef de file de l'opposition politique malienne, ils accusent le gouvernement malien de négligence et en appellent à la communauté internationale. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, le point du traditionnel Conseil des ministres. La réunion hebdomadaire de l'exécutif a permis ce mercredi d'aborder la question des concours directs de la fonction publique et celle des élections de novembre prochain et au gouvernement de rassurer quant au respect de tous ces rendez-vous. Abdou Aziz Saré. Les diplômés en quête d'emploi peuvent déjà commencer à préparer leur dossier. Le gouvernement vient d'autoriser des recrutements sur concours au titre de l'année 2020. Il s'agit de 3 395 postes ouverts au titre des concours professionnels, 4 721 postes pour les concours directs et 4 723 postes au titre des concours sur mesure nouvelle spéciale. L'accent a été mis sur des recrutements pour ce que nous avons défini comme des ministères prioritaires qui, notamment face à l'insuffisance ou au manque de ressources humaines, peinent à atteindre le plein potentiel de leur capacité au service du développement. Il y a des ministères que nous avons jugés non prioritaires et des institutions également. Et sur ces ministères et institutions-là, les requêtes qu'ils avaient émises a été corrigée avec une baisse de 30%. Pour les élections de novembre 2020, le gouvernement réaffirme qu'ils se tiendront à bonne date en dépit de la Covid-19, comme le souhaitent la majorité, l'opposition et la Commission électorale nationale indépendante. Un avant-projet portant modification du code électoral a même été étudié dans ce sens en Conseil des ministres. Il s'agit entre autres donc de l'harmonisation de la durée de la campagne électorale pour les présidentielles et les législatives, de la réduction du délai de traitement des requêtes par la Commission électorale nationale indépendante, de la réduction des délais de déclaration de candidature à la présidentielle et aux législatives, des canaux d'acheminement des requêtes et également de la révision de la liste électorale. Ce projet donc sera présenté à l'Assemblée nationale dans une session extraordinaire afin que les députés donc puissent apporter la lecture qui leur convient et l'adopter pour que les élections se tiennent donc à bonne date le 22 novembre 2020. La pandémie de la Covid-19, intervenue en début mars, a lourdement impacté l'économie nationale en général et le budget de l'État en particulier. C'est pourquoi, au titre du ministère de l'économie, le gouvernement a adopté un projet de loi de finances rectificative à la loi de finances initiale pour l'exécution du budget de l'État, exercice 2020. À ce titre, donc, les recettes totales de la loi de finances initiale étaient de 2 233 milliards 316 662 000 francs CFA. La loi de finances rectificative sur laquelle nous avons planché aujourd'hui ramène ces ressources de l'État à 2 031 milliards 350 millions 136 000 francs CFA. Quant aux dépenses, dans la loi de finances initiale, elle était à 2 518 milliards 456 millions 662 000 francs CFA. Elles sont dans la LFR à 2 508 milliards 81 millions 572 000 francs CFA. Ce budget va permettre au gouvernement de faire face aux mesures sociales. Il va permettre également le financement du plan de riposte à la Covid-19, à savoir l'équipement des laboratoires, la prise en charge des cas, le contrôle des infections et l'équipement des centres hospitaliers. Le gouvernement burkinabé en concertation hier avec son principal partenaire au développement, le dialogue politique Burkina Faso, Union européenne 13e du genre, avait à son cœur la Covid-19, les droits de l'homme, les élections de novembre 2020, bien sûr, la sécurité. Luc Pakbelgem.
Cette rencontre est la 13e du genre entre le Burkina Faso et son premier partenaire au développement, l'Union européenne. Institué sous forme de dialogue politique, le cadre sert à passer en revue les questions importantes de l'heure et le Burkina Faso à l'heure actuelle est pris entre l'étau terroriste aux multiples conséquences dont des milliers de déplacés internes, des conflits communautaires et la pandémie du coronavirus. Ainsi, nous avons convenu de nous concerter au cours de cette session de notre dialogue politique sur la situation politique du Burkina Faso et les perspectives des élections présidentielles et législatives de novembre 2020. La situation sécuritaire et les questions des droits de l'homme au Burkina Faso, la situation humanitaire, les déplacés internes et le processus de consolidation et la construction de la paix, la gestion des conséquences socio-économiques de la pandémie du Covid-19, les perspectives de la coopération entre le Burkina Faso et l'Union européenne. Sur tous ces aspects, le Burkina Faso est déjà soutenu sur des plans multiformes. L'appui de l'Union européenne et de ses pays membres s'élève à près de 1 milliard d'euros, soit plus de 600 milliards de francs CFA. À ce face-à-face, la partie burkinabé a également des attentes. C'est d'abord une question que vous connaissez tous, c'est celle donc de la dette. Et il est important que nous réaffirmons à toutes les occasions que nous voulons donc une remise des dettes au lieu d'un simple moratoire. Et les autres plaidoyers, c'est bien sûr plus de coopération au niveau de la pandémie, plus de coopération au niveau de la situation sécuritaire. Nous avons besoin surtout d'un renforcement des capacités nationales et sécuritaires de nos pays. Si le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, est aux avant-postes à cette réunion, ce n'est pas fortuit. Le pays est dans une année électorale et l'Union européenne est un des principaux bailleurs de fonds. Les questions humanitaires, les questions de développement et les questions droits de l'homme et bonne gouvernance. Et dans tous ces volets, l'Union européenne est très engagée et nous coopérons sur tous les volets. Nous sommes tout d'abord, mais aussi très engagés dans la coopération économique et sociale au Burkina Faso. Pendant les 7 ans passés, nous avons mis à la disposition du gouvernement un montant de à peu près 1 milliard d'euros dans la coopération. La 13e session du dialogue politique entre le Burkina Faso et l'Union européenne et ses États membres se tient dans un contexte de Covid-19 et le chef de la délégation burkinabé n'a pas manqué de signifier la compassion du pays aux pays membres de l'Union européenne durement touchés par cette maladie. Et sans transition, voici la situation de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. À la date du 15 juin 2020, sur 45 échantillons analysés, 4 nouveaux cas ont été confirmés à Ouagadougou. Une guérison a été enregistrée, ce qui porte à 810 le total des guérisons. Aucun décès enregistré à cette date. Le total des décès reste de 53 depuis l'avènement de la maladie dans le pays le 9 mars 2020. La vigilance reste tout de même de mise car le nombre de cas actifs est passé de 33 à 36 entre le 14 et le 15 juin. La lutte contre la Covid-19 qui mobilise de bonne volonté au Burkina Faso, plus de 400 associations et 37 000 volontaires engagés. Le groupement d'intérêt public du Programme national de volontariat au Burkina fait le point sur l'enregistrement des structures d'initiative et de mobilisation de ressources humaines dans la lutte contre le coronavirus. Justin Amonto. Un résultat de mi-parcours satisfaisant. C'est le point sur l'état de la mise en œuvre du projet de mobilisation de 15 000 volontaires sur la plateforme du groupement d'intérêt public Programme national de volontariat au Burkina Faso. Face aux hommes de médias, le responsable du projet fait le bilan de l'enregistrement des structures et initiatives de mobilisation de volontaires dans la lutte contre la Covid-19. Sur les inscriptions en ligne, nous avons pu déjà enregistrer plus de 400 structures associatives et avec 37 852 volontaires qui sont pris pour être déployés sur le terrain de la lutte, avec une cible de 23 525 674 personnes à sensibiliser. Mais l'objectif de la plateforme, c'était d'éviter qu'il y ait des doublons. Parce que le constat, c'est qu'il y a des quartiers ou des secteurs à Ouagadougou où on a peut-être 10 structures qui font la même chose. Il y a d'autres secteurs où c'est le désert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune structure qui intervient là-bas. Au total,
1559 volontaires ont déjà œuvré sur le terrain pour contribuer à la lutte contre la COVID-19. Des actions appréciées par le ministère de la Santé, selon Bouraïma Nabaloum. Dès le 20 avril 2020, nous avons déployé 500 volontaires au grand marché de Ouagadougou. Et ces volontaires-là ont permis de sensibiliser plus d'1 million de personnes qui entrent et qui sortent. Donc nous avons également déployé 100 volontaires au marché central de Bobo du Lasso. Après, on a été sollicité à Kaya. On a envoyé 50 volontaires au marché central de Kaya. À Saba, ici, dans le cas Diogo, nous avons également envoyé une centaine de volontaires pour les 6 marchés du Saba Centre et les 6 marchés de Saba Village. En perspective, plus de 1 600 000 personnes sont visées pour être sensibilisées. Nous avons déjà tenu compte pour couvrir les 13 régions. Ça, c'est un acquis. Donc, c'est prévu que toutes les 13 régions seront couvertes. Les 45 provinces seront couvertes. Et nous avons prévu toucher au moins 100 localités. Parce que nous avons enregistré plus de 260 communes qui sont enregistrées sur la plateforme pour être soutenues. Le choix des structures à soutenir est fait sur des critères précis. Et il y a des associations spécifiques que nous prenons en compte. Des associations liées au monde scolaire, des étudiants, des élèves. Il y a plusieurs associations que nous avons tenu compte. Il y a aussi des associations liées au monde confessionnel. Il y a les associations qui interviennent aussi pour les personnes déplacées internes que nous soutenons. Donc nous tenons compte de cette sensibilité-là pour pouvoir faire le choix des structures, en tout cas à soutenir sur le terrain. Présent dans toutes les régions du Burkina, le PNVB mobilise tous les corps de métier afin de mettre au service de la nation des jeunes compétents. Des jeunes compétents au service de la nation burkinabé, la résultante d'une formation professionnelle de qualité. Le ministre en charge de la jeunesse en fait son affaire en tournée dans la région des Cascades. Salif Thiem Touré invite les jeunes à miser sur l'apprentissage de métiers et l'auto-emploi. Soto Justin Dabiré. Mariam Kindo est une bénéficiaire du Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAPA. Avec un prêt de 650 000 francs CFA et une formation reçue en aviculture traditionnelle améliorée en début d'année 2019 financée par le FAPA, Mariam a pu mettre en place son projet d'élevage de poulets. Aujourd'hui, la jeune femme arrive à subvenir aux besoins de son père malade et à payer la scolarité de son grand frère. J'ai d'abord construit un poulailler, ensuite j'ai payé mes poulets. J'ai commencé avec 25 poules et 2 coqs, donc 27 au total. Aujourd'hui, j'ai au moins 80 poulets. Il n'y a pas de saut métier. Il faut de la persévérance en toutes choses. On ne remerciera pas assez le gouvernement. Chaque fois, il invite la jeunesse à entreprendre. Souvent on écoute, souvent pas. Mais cela vient de nos parents. Mes parents m'ont beaucoup soutenu. Je ne saurais les remercier. Pour encourager ce bel exemple de réussite, le ministre en charge de la jeunesse a remis du matériel composé d'une couveuse, d'une plaque solaire et d'une batterie à la jeune femme. Nous avons encouragé à poursuivre. Cela pour montrer donc aux autres jeunes que seule la détermination paye. Il ne s'agit pas donc d'avoir des gros moyens pour pouvoir donc entreprendre donc une activité de production. Le ministre Salif Thiem Touré et ses collaborateurs ont aussi visité le centre Cher Enfant de Banfora, un centre exerçant dans le domaine de la formation en coiffure, coupe-couture et la transformation agroalimentaire. Ce centre bénéficie également du financement du FAPA pour la réalisation d'une formation à longue durée en coupe-couture niveau 1. Le troisième site visité par le ministre est le centre d'éveil des jeunes. Nous sommes venus donc rencontrer des jeunes qui ont donc souhaité être formés dans la fabrication donc des masques et dans la fabrication donc des solutions hydroalcooliques dans le cadre de la lutte contre donc la pandémie. Et ces jeunes ont été donc organisés par le Conseil régional de la jeunesse des Cascades. Nous avons échangé aussi avec eux. Nous repartons donc très satisfaits par rapport à ce qui se passe ici, que ce soit donc au niveau donc de la promotrice ou bien au niveau donc de la formation donc des jeunes qui sont organisés, qui sont déterminés. Nous leur avons procuré donc des conseils pour qu'ils sachent qu'à chaque instant, lorsque donc ils vont déterminer le chemin vers lequel ils vont aller, ils auront donc un accompagnement. La visite du ministre en charge de la jeunesse a pris fin sur les chantiers de construction de logements sociaux entrant dans le cadre du 11 décembre 2020 dans la cité du Paysan Noir. Selon le ministre Salif Thiem Touré, 100 logements ont déjà été réalisés sur ce site et 104 sont en cours de réalisation. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, au constat de la mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation,
Aruna Kabouré a rendu visite hier à des promoteurs d'unités industrielles basées dans le Kadiogo. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les résultats sont perceptibles. Maguide Bakwa. Côté Texas à Tanguy d'Assouri, première étape de la visite du ministre Aruna Kabouré et sa délégation. Dans cette unité de retordage de coton, devra sortir 1200 tonnes de fil retordus pour le Faso d'Anfani. Les employés sont au four et au moulin pour satisfaire la demande. Après le capitaine mis sur l'Union Ragoussi, cette association qui regroupe plus de 1000 femmes de la commune de Tanguy d'Assouri fait de la transformation de beurre biologique et conventionnel à base de karité sa spécialité. Dernière étape de la visite, Royal Nature 6 à Zaktouli. Ici, 2 sites sont en place pour le séchage de la mangue et la transformation de la mangue en savon et en beurre de karité. Toutes ces structures visitées ont bénéficié de l'accompagnement de l'État pour mettre sur le marché des produits de qualité made in Burkina. Ragoussi a bénéficié donc de l'accompagnement du CADIFCA à travers le cadre intégré renforcé où on a bénéficié de formation sur l'acte uniforme OADA qui nous a permis de se structurer en société coopérative. Et aussi, on a bénéficié d'une chaîne de valeur complète de production. On a également bénéficié d'emballage pour pouvoir conditionner nos produits finis. À travers cette visite, le ministre de l'Industrie veut s'assurer de l'impact de l'accompagnement de l'État dans le développement de ces unités industrielles. Il est impressionné par la qualité des produits. Si on maintient ce rythme, transformation, respect des normes, qualité, circuit de distribution au plan national et international, donc on renforce effectivement, aujourd'hui on réduit le déficit de la balance commerciale, mais de cette logique-là, d'ici 2023, non seulement on est un pays industrialisé, mais on est un pays qui exporte des produits finis ou tout au moins semi-finis. Et c'est ça la logique, c'est ça la voie qu'on a prise aujourd'hui. Et cela est réfléchi et bien prévu dans l'axe 3 du VNDS. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en œuvre aujourd'hui. Transformer des produits finis de qualité made in Burkina, le gouvernement est dans cette dynamique à travers la stratégie nationale d'industrialisation. La mission assignée au département de Aruna Kabouré est de mobiliser les ressources afin de soutenir les entreprises pour faire du Burkina Faso un pays industrialisé à l'horizon 2023. La politique de transfusion sanguine expliquée en long et en large aux journalistes. C'était le 14 juin dernier à Tinkodogo. Le ministère de la Santé a profité de la célébration de la journée mondiale du donneur de sang pour tirer la sonnette d'alarme quant aux difficultés liées au don de sang au Burkina Faso. Abdou Razak Traoré. Au Burkina Faso, jamais les attentes en matière de collecte de sang n'ont été comblées malgré les efforts dans les stratégies de mobilisation des bénévoles. En 2019, ce sont environ 91 800 poches de sang qui ont été prélevées sur l'ensemble du territoire pour un besoin de 200 000 poches. Les tendances de 2020 sont dans la même dynamique. Pire, elles sont sérieusement impactées du fait de la pandémie de Covid-19. À l'occasion de la journée mondiale du donneur de sang, célébrée ce 14 juin à Tinkodogo, le gouvernement réitère son appel aux Burkinabés. Venez encore, les Burkinabés ont besoin de votre sang. Les Burkinabés qui souffrent, qui font des victimes d'accidents, les Burkinabés, femmes qui veulent donner la vie et qui ont besoin de sang, ces enfants qui souffrent de maladies, qui spolient leur sang, ils ont besoin de votre sang, cette goutte précieuse pour avoir leur vie sauvée. Au-delà de cet appel, c'est tout l'historique et la politique de transfusion sanguine qui ont été expliqués aux hommes de médias locaux et nationaux. Des échanges à bâton rompu entre les premiers responsables du domaine et les journalistes. L'occasion fut donc belle pour revenir sur cette actualité qui a fait des vagues il y a quelques semaines. Une cimenterie à Bobo-Dioulasso, dans sa stratégie de mobilisation, a offert un sac de ciment à chaque donneur de sang. L'éthique et la déontologie ont bel et bien été violées, reconnaît la directrice générale du Centre national de transfusion sanguine. Et je crois que ça a dû échapper à mes techniciens ça s'est passé à Bobo, parce qu'ils ont proposé tout de suite et on a dit que ce n'était pas possible.
de faire comme ça parce que c'était trop lourd. Si c'est des t-shirts Simasso, on peut donner. Et puis, mais pour le ciment, ce n'était pas possible. Et donc, certainement qu'eux aussi, ils avaient leur idée derrière la tête, puisque pour organiser, il y a des gens de part et d'autre. Mais que s'est-il donc passé pour qu'on en arrive à cette situation? Nous, on a organisé, et puis au bout de la chaîne, ils avaient posté un agent qui orientait les gens vers un camion qui était garé loin pour aller prendre les sacs de ciment. Et c'est comme ça que l'affaire nous a échappé. Et donc, tout de suite, eux aussi, ils voulaient pouvoir passer l'information pour qu'ils puissent atteindre leur objectif. Et c'est pas comme ça que nous, on a vu ça aussi dans les réseaux sociaux parce qu'on n'était pas. Et tout de suite, nous leur avons adressé une correspondance pour signifier que nous n'étions pas, en tout cas, contents de ça et qu'il fallait que ça s'arrête. Mais bon, le mal était déjà fait. Le mal est déjà fait. Le CNTS a signifié sa désapprobation et souhaite que ces pratiques ne se répètent plus jamais, car, dit-il, le sang ne se vend pas. Son don se doit d'être surtout bénévole. On en vient à ce différend foncier à Sourgoubila, dans le Kourouégo. Une partie de la population et la municipalité sont à couteau tiré. Une affaire d'expropriation de terrain dénoncée à travers une marche sur la mairie de cette commune rurale ce mercredi. Juliette Tougri, Rémi Lambert-Nébier. Un terrain nu étendu sur plusieurs kilomètres à Guila dans la commune de Sourgoubila, province du Kourouégo. Champ de labour des habitants de 4 villages riverains. Un contentieux est né autour de cette propriété commune depuis 1 an et demi. Un député de la région de connivence avec le maire de la commune tenterait d'exproprier les paysans de ce terrain, estimé à plus de 800 hectares selon les habitants. De ce côté, nous avons 3 km de largeur et de ce côté aussi. Chacun des 4 côtés mesure 3 km, mais ceux qui veulent le terrain nous ont dit qu'après la prise des mesures, ils ont trouvé une superficie de 350 hectares. Mais voyez vous-même, un terrain de 4 km² peut avoir cette superficie seulement. C'est donc plus que ça. Selon les manifestants, au début, il était question de faire des investissements agricoles sur le terrain. Un grand projet d'agro-business qui les aurait séduits au début. Mais il dit s'être rendu compte d'une supercherie au cours des négociations. Il nous dit que le projet s'appelle Ville apprenante et que ce projet allait nous permettre de cultiver en toute saison. Le projet devait permettre l'installation d'usines pour la transformation des produits, qu'il y aurait même une université ainsi que le bitumage de la route jusqu'à Ouagadougou. Son coût était estimé à 150 milliards de francs CFA. Mais ce qui nous a fait douter, c'est que nous n'avons jamais entendu parler d'un projet d'une telle ampleur dans les médias ni au Conseil des ministres. Pour moins que ça, on en parle partout. Donc, il y avait de quoi douter. On nous a dit que le promoteur a étudié en Allemagne et que le projet avait été conçu par les Allemands. Nous lui avons donc demandé de nous présenter la maquette du projet et ses diplômes obtenus en Allemagne. Il n'a pas pu le faire. Nous lui avons exigé également l'agrément du ministère qui l'autorise à investir au Burkina. Il ne possédait rien de cela. Ce qui nous a le plus édifié, c'est qu'entre-temps, il a proposé des parcelles aux propriétaires terriens en contrepartie. Mais un projet agricole où on distribue des parcelles à construire, voyez-vous qu'il y a anguille sous roche. Refusant de céder désormais leurs terres qui sont en réalité destinées à faire de la promotion immobilière selon leur compréhension, les propriétaires terriens disent être confrontés depuis 1 mois environ à une velléité de bornage des lieux en complicité avec la mairie. Il y a eu une première délibération de la mairie sur la question, mais depuis plus rien. Je me suis entretenu avec des conseillers municipaux et certains ont avoué qu'ils ne savaient pas qu'il y avait une telle affaire en dessous. Et les procès-verbaux de cette délibération en question, nous ne les avons jamais vus. Nos propres conseillers refusent de venir prendre des copies pour nous. L'affaire aurait conduit à l'incarcération de 3 personnes actuellement détenues à la maison d'arrêt de correction de Zignaré.
pour exiger leur libération et surtout dénoncer les agissements des promoteurs. Des représentants des 4 villages impliqués dans ce contentieux ont marché ce 17 juin sur la mairie. Mais ils ne trouveront aucun répondant. Qu'ils fassent tout pour libérer les détenus. Nous ne voudrons pas que ça dégénère et qu'ils prétendent après être surpris. Chacune des parties est venue nous exposer le problème au début. En tant que coutumiers, nous leur avons dit de répartir le temps qu'on se concerte sur la question. Depuis lors, nous n'avons plus rien entendu jusqu'à ce qu'on incarcère certaines personnes. Aucune autorité nous a pipé mot sur la tournure des événements. Donc j'étais venu pour solliciter leur indulgence parce que cela semble être des fausses accusations qui pèsent sur les détenus. Ils doivent aussi comprendre que s'il y a des gens qui protestent, c'est parce qu'ils veulent tout simplement récupérer leur terre et rien de plus. Le maire que nous avons pu joindre au téléphone nous a indiqué qu'il s'était rendu à Zignari sur convocation du tribunal de grande instance de la localité pour la même affaire. Il promet réagir dans les jours à venir de concert avec les parties mises en cause. Hors de chez nous au Mali, pas de répit pour Ibeka et son gouvernement. Après le mouvement du 5 juin qui réclame le départ du président, c'est au tour des proches de Soumaïla Cissé de mettre la pression. Le chef de file de l'opposition politique malienne a été enlevé il y a de cela 80 jours. Le gouvernement malien est accusé de ne pas s'investir suffisamment pour sa libération. Roméo Kweta. Quelques semaines après l'enlèvement de Soumaïla Cissé, son parti et le gouvernement avaient chacun mis sur pied une cellule de crise pour aider à sa libération dans les brefs délais. Mais cela fait désormais près de 3 mois que le président de l'URD, Union pour la République et la démocratie, est toujours aux mains de ses ravisseurs. Sans nouvelles de lui, ses proches sont inquiets. Ils craignent qu'il ne soit jeté aux oubliettes, fondant leur angoisse sur le discours à la nation du chef de l'État le 14 juin dernier, où le cas Soumaïla Cissé n'aurait pas été évoqué. Nous sommes effarés d'entendre le président de la République s'adresser à la nation sans avoir donné même un mot pour son frère, comme il le dit, comme il le prétend, Soumaïla Cissé. Cela nous en dit long sur l'engagement du gouvernement. Cela nous préoccupe vraiment et nous inquiète profondément. Le député a été kidnappé le 25 mars dernier, alors qu'il était en campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou. Les autorités maliennes ont récemment annoncé qu'il était bel et bien en vie et que les négociations étaient en cours. Des annonces loin de rassurer le collectif engagé pour sa libération. Comment se fait-il que malgré toutes les assurances sécuritaires qui ont été données lors des campagnes électorales, qu'il y ait un enlèvement et qu'on ne puisse pas retrouver l'otage après 80 jours? Cela, nous ne comprenons pas. Ensuite, nous n'avons pas entendu de revendications, nous ne connaissons pas les revendications. Pourtant, les autorités nous parlent de négociations. Donc, vraiment, nous sommes inquiets au plus haut niveau et nous ne comprenons pas. Nous avons besoin de comprendre et de savoir certaines choses. Est-ce que le président Soumaïla Cissé est en vie? Est-ce qu'il se porte bien? Si oui, où est-ce qu'il se trouve? Est-ce que nous pouvons avoir espoir pour un éventuel retour? Qu'on nous dise, qu'on parle aux Maliens, qu'on mette ce débat-là sur la place publique. C'est important pour les Maliens de retrouver l'homme qui assure l'équilibre politique démocratique au Mali. Face à ce qu'ils considèrent comme l'incapacité du gouvernement à obtenir la libération de leurs champions, ce collectif appelle la communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme à s'impliquer davantage afin que le chef de file de l'opposition malienne recouvre la liberté. Pour leur part, Mokhtar Sy et ses camarades comptent mettre la pression sur le gouvernement malien jusqu'à ce que le chef de l'URD retrouve les siens, sains et saufs. Le soleil finit toujours par succéder à la pluie, le jour à la nuit, une bonne nouvelle à une mauvaise, le bonheur au malheur. Ainsi va la vie. Chaque jour est une nouvelle raison d'espérer, une certitude positive dont il faut emplir sa fin de journée comme recommandé par la journaliste et écrivaine française Catherine Rambert. Merci de votre attention. Ce journal s'achève ici. À demain.